Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler pédagogie. Alors, oui, quelques mots. J'ai donc créé la société MOOC et compagnie au début de l'année 2015. Vous voyez que c'est très récent. Mais je travaille en formation à distance depuis très longtemps, en formation tout court. Je me considère d'abord comme une formatrice. Et nous allons aujourd'hui parler donc d'innovation pédagogique, pas exclusivement sur le digital, ça en rassurera peut-être certains. On va essayer plutôt d'avoir une approche transversale, de voir quels sont les mouvements de fond qui travaillent la pédagogie en formation, et on verra comment ça se lie au digital ou pas, puisque que ce soit de la formation en présence, de la formation à distance ou de la formation mixte, ces mouvements de fond sont là et il faut les prendre en compte. Alors déjà, pour placer le propos, je dirais que depuis le début de cette université d'hiver, vous avez beaucoup parlé d'efficience. Comment se montent les formations? Comment faire mieux à coût constant? Je crois savoir que c'est le thème d'une table ronde aujourd'hui. Comment assurer le plus grand succès aux tests, avoir des certifications, etc., placer en emploi, bien entendu. Nous, on va s'intéresser ce matin à l'efficacité des formations, c'est-à-dire que vous formez uniquement quand vos stagiaires, vos étudiants apprennent. S'ils n'apprennent pas, eh bien vous ne formez pas. C'est aussi simple que ça. Vous n'enseignez pas. C'est un verbe performatif, enseigner, former. C'est-à-dire que quand vous dites que vous le faites, eh bien vous devez voir l'action qui se réalise. Donc, voilà sur quoi porte la pédagogie de la formation. Comment faire que lorsque vous enseignez, ou que vous pensez enseigner, les gens apprennent. On va voir qu'il y a des mouvements fondamentaux là-dessus. Diapo suivante. Déjà, il y a des choses qui ne changent pas. L'arrivée massive des technologies en éducation et en formation n'est pas en soi porteur de changements pédagogiques et d'une amélioration de l'apprentissage. Vous pouvez avoir des modèles de transmission très très classiques, placés dans des instruments technologiques, ici une tablette, vous n'aurez pas de changement pédagogique, vous opérerez un changement de support, mais c'est tout. En revanche, il y a des choses fondamentales qui sont en train de changer, qui sont liées aux outils technologiques, mais pas uniquement, ils sont surtout liés à des changements de société. La société rentre dans la formation. Et donc, le premier de ces changements, c'est que le centre de gravité de la formation s'est déplacé du formateur vers l'apprenant, de former à apprendre, du savoir vers l'apprentissage. Aujourd'hui, toute la formation est focalisée sur l'activité de l'apprenant. Deuxième changement fondamental, c'est la disparition des barrières, des frontières, la limite entre l'intérieur et l'extérieur de la formation disparaît. Quand est-ce qu'on se forme? On se forme toujours, partout. On se forme quand on fait de la formation formelle, mais aussi à d'autres moments. Et il arrive aussi qu'en formation formelle, on ne se forme pas. On se formera plus à l'extérieur. Diapo suivante. Alors, prenons ce premier changement fondamental qui est le passage du formateur à l'apprenant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de modification des pratiques pédagogiques? Et donc là, je vais non pas vous donner des exemples pour chacun des items, mais plutôt essayer de déterminer quels sont les principaux changements, les principales méthodes, changements d'activité qui ont lieu dans les formations. La première chose, on en a largement parlé ici dans cette université d'hiver, c'est la personnalisation des parcours, l'individualisation des parcours. Je voudrais focaliser sur un point qui me semble qui mérite en tout cas d'être discuté, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage adaptatif. L'apprentissage adaptatif, c'est de l'apprentissage automatique, en ligne, quelque part, qui fait que, en tant qu'apprenant, vous réalisez une tâche, vous avez un certain résultat. Automatiquement, de plus en plus finement, on va vous proposer une tâche adaptée au résultat que vous avez obtenu auparavant. Donc, ce sont les algorithmes qui définissent ça. Même si, bien entendu, des concepteurs pédagogiques se sont trouvés à l'initiative de ces dispositifs et ont programmé les tâches. Mais attention, il y a peut-être là une utopie, un rêve d'ingénieur, je dirais,
qui est qu'on peut programmer à l'avance tout l'apprentissage et que, donc, on maîtrise tout le processus cognitif de l'apprenant qui fait qu'à un moment où il apprend et à un moment où il n'apprend pas. Alors la grande question, la question fondamentale qui est posée là, c'est à quoi sert la formation? Est-ce qu'il s'agit d'automatiser des processus d'apprentissage ou est-ce qu'il s'agit de renforcer les capacités à apprendre? On l'a beaucoup dit, hier j'ai participé à quelques ateliers, apprendre à apprendre est devenu une compétence en soi. On se rend compte qu'il n'y a pas, on ne naît pas avec ça, qu'il faut apprendre à apprendre, surtout dans un environnement aussi volatile que le nôtre. Je mets sur les diapos quelques références théoriques associées à chaque concept, comme ça, comme le diaporama sera en ligne, vous pourrez aller voir de près. Donc voilà, attention à l'apprentissage adaptatif qui est, je dirais, une dérive de l'individualisation ou de la personnalisation des parcours. Deuxième mouvement de fond, c'est la prise en compte des émotions dans l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est qu'un professionnel? C'est de la compétence, mais aussi de la confiance et de la conviction, de l'engagement. Ce n'est pas que de la compétence. Si l'on travaille exclusivement sur la compétence, on ne va pas former un professionnel en situation. Les émotions les plus importantes, quand la personne est en train d'apprendre, c'est bien sûr la ténacité, dans le règne de l'immédiat que nous connaissons aujourd'hui. Comment faire pour que les gens aient envie d'apprendre, continuer longtemps, surtout quand on ne les a pas en salle devant soi? Quand ils sont sur une plateforme, qu'est-ce que vous en savez? S'ils vont boire un café, s'ils laissent leur ordinateur allumé, qu'ils vont regarder la télévision, vous allez avoir une session de formation très longue, parce qu'ils sont là. Mais il n'y a plus d'action, ils sont partis faire autre chose. C'est la ténacité, donc c'est l'empathie, très importante dans le fait de travailler avec d'autres. Quand on est à distance, collaborer à distance nécessite de travailler énormément son empathie pour reconnaître des signes, des signaux faibles qui ne sont pas ceux que l'on a quand on a des personnes en face de soi, où on décrypte très volontiers, très facilement, en tout cas après une certaine expérience, le langage non verbal. Là, il va falloir développer d'autres compétences de manière à travailler l'empathie. Et évidemment, l'émotion négative, c'est l'ennui. Ça, on la connaît bien, y compris en présence. Moi, je suis toujours stupéfaite de voir le nombre de gens qui dorment, mais au sens propre du terme, dans une salle de formation. Parfois, vous devez les réveiller. Quand vous avez des étudiants, c'est très, très fréquent. Ils n'hésitent pas à dormir, quoi. Ils viennent signer leurs feuilles parce qu'ils savent que ça a des incidences. Ils ne peuvent pas être absents plus de 2 ou 3 fois. Autrement, ils doivent repasser l'examen au mois de septembre. Alors bon, donc ils viennent, mais ils dorment. S'ils dorment, c'est qu'ils sont fatigués, ça c'est une chose, mais c'est qu'ils s'ennuient aussi. Comment lutter contre l'ennui? Ça devient un sujet central à la fois en présence et à distance. Et puis un autre mouvement contre lequel il serait vain d'aller, c'est que nos sociétés aujourd'hui favorisent un retour massif à l'intériorité. Qu'est-ce que je fais là? Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? On entend parler de ça tout le temps. Les psys n'ont jamais eu autant de monde dans leur cabinet, de gens qui disent, les psys et les autres d'ailleurs, mais finalement, à quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce que c'est ma vie? Enfin, on est à plein là-dedans. Et la formation participe de ce mouvement. Je veux me former quand au moins j'ai le choix de pouvoir aller me former. On a beaucoup dit aussi que la formation était prescrite. Et quand il n'y a pas d'accord entre ma volonté propre et ce qu'on me demande de faire, déjà, on limite largement la capacité à apprendre. Mais je veux me former, c'est que j'aspire à quelque chose. Je m'idéalise, je vois mon avenir autrement. Donc, prendre ça en compte me semble absolument indispensable pour stimuler les capacités d'apprentissage. Alors, bien sûr, on assiste à une diversification des supports très grande. On a beaucoup pensé que c'était, à un moment, on a beaucoup parlé des styles d'apprentissage. Vous savez, il y a les visuels, les kinesthésiques, les auditifs, enfin tout ce que vous voulez. En fait, c'était une autre manière de remettre en avant ce que l'on privilégie dans nos sociétés, c'est-à-dire les gens qui sont analytiques, qui pensent, qui font des synthèses, etc. C'est toujours les mêmes qui ont les meilleurs postes, soyons clairs. Et donner des styles d'apprentissage aux gens, comme s'ils ne les avaient pas construits, c'était de dire, vous, les kinesthésiques, mes petits amis, vous ferez les boulots pratiques, concrets, donc n'espérez même pas aller sur le dessus du panier.
Maintenant, on a abandonné un peu tout ça. On a vu que c'était de la construction idéologique, mentale, dirigée. Et on est sur la société, là encore, qui rentre dans la formation. Notre société est une société d'images. Il y a des images partout, de la vidéo partout. Quand vous avez un problème quelconque, vous ne savez pas faire quelque chose, le premier réflexe, c'est d'aller sur YouTube et de chercher le tutoriel. Et ça marche. Et ça marche pour des choses ponctuelles. Et puis, en même temps, et ce n'est pas étonnant, on assiste à une perte de compétences à l'écrit. J'imagine que vous l'avez tous remarqué. Vos stagiaires, vos collègues, peut-être vous-même, avez de plus en plus de mal à rédiger des textes complexes qui ne soient pas un mail en 3 lignes, etc. Et donc, il faut faire avec ça. Est-ce qu'on va créer des formations entières pour récupérer cette compétence écrite, ou est-ce qu'on accepte le fait que c'est effectivement une compétence plus faible aujourd'hui, alors que, je le rappelle, toute l'éducation a été basée là-dessus, hein. Donc c'est un changement majeur, et qu'il faut aller vers d'autres formes de médiation, de médiatisation des savoirs. La vidéo a fait une entrée massive dans le champ de la formation, notamment dans la formation en ligne, et encore plus avec les MOOC, les Cook, les Spock, les POOC, les Splouf, enfin tout ce que vous voulez. Mais attention, la vidéo contraint quelque part l'apprenant à une position de passivité. Nous sommes spectateurs. Quand nous regardons une vidéo, il y a une frontière entre nous et les savoirs. Donc à un moment, il faut changer de média, penser multimédia pour ouvrir des pistes qui permettent à l'apprenant de s'approprier les contenus. Vous l'avez compris, nous faisons beaucoup de MOOC, on en a fait une dizaine en 2015, et le retour des apprenants est toujours le même. Les vidéos, c'est très bien pour prendre connaissance d'un sujet, mais quand on veut vraiment apprendre, on a besoin du script, donc du texte de la vidéo, de l'imprimer, de prendre son surligneur et de faire comme quand on était étudiant et qu'il n'y avait pas Internet, et de commencer à prendre des notes et à surligner, etc., etc. Donc ça, c'est un petit détail pratique, mais qui a une importance cruciale. Toujours accompagner les vidéos de leurs textes imprimables, et penser à structurer le discours comme on structure une page, un article, un chapitre, etc., de manière à ce que les gens puissent, faciliter l'entrée des gens dans la connaissance. Et là, j'insisterai jamais suffisamment sur l'importance de la qualité du média. Je fais une tout petit aparté là-dessus. On a vu beaucoup de produits en ligne dans lesquels les vidéos sont faites par des formateurs, les services techniques des universités, des écoles, etc., qui savent faire de la captation de cours, très bien, mais qui ne savent peut-être pas aussi bien construire des vidéos pédagogiques, des documentaires, comme savent le faire des journalistes, dont c'est le métier. Et j'ai eu la chance cette année de travailler avec un organe de presse, en l'occurrence Rue 89. Nous avons fait un MOOC pour le compte du ministère des Affaires étrangères destiné à l'Afrique. Et je vous assure que travailler avec des journalistes pour faire des vidéos, ça vous ouvre des horizons absolument insoupçonnés. Et donc, la multidisciplinarité dans les équipes aujourd'hui est incontournable dès que l'on souhaite changer de média. Les journalistes ont besoin de vous, concepteurs pédagogiques, pour créer les parcours d'apprentissage, et vous avez besoin des journalistes, des vidéastes, etc., pour créer les médias. Donc là, il y a vraiment, de manière évidente, je dirais, des rapprochements à faire. Évidemment, ce sont deux univers qui ne travaillent pas de la même façon, il faut apprendre à se connaître, mais vous avez ensuite une valeur ajoutée dans vos médias qui est absolument considérable. Alors, un autre point dont on entend beaucoup parler, c'est ce qu'on appelle le social learning. Et là, voilà, il se trouve qu'en décembre dernier, j'ai écouté un conférencier à Online Educa à Berlin qui a présenté en une seule diapo ce que c'est que le social learning. Enfin, voilà la définition. Alors, très, très honteusement, je dirais, je me suis juste contentée de traduire en français sa diapo, parce qu'il me semble qu'il faut diffuser ça, hein. Qu'est-ce que c'est, le social learning? Ça veut dire quoi? Ça veut dire faites-le vous-même. Ça, on avait compris, hein, c'est la valorisation de l'autonomie de l'apprenant. C'est faites-le maintenant. On ne va pas différer la production à la fin du cursus. On fait à tout moment. Faites-le avec d'autres.
C'est toute la vogue du travail collaboratif. Faites-le pour le plaisir, parce que vous avez envie de le faire, et pas seulement parce que demain, c'est l'évaluation. Et donc, comme tout le monde, vous allez attendre les dernières minutes avant de faire votre évaluation. Non, faites-le parce que vous avez envie de le faire, et peut-être sans note derrière, sans évaluation formelle, etc. Faites-le pour d'autres. Et là, c'est le fameux principe d'altruisme que j'évoquais tout à l'heure, et d'empathie. Sachez que ce que vous allez faire va être utile à d'autres, et faites-le pour le montrer. Et donc vous, en tant que formateur ou concepteur pédagogique, vous avez tout ça en tête quand vous montez les activités d'apprentissage, qu'elles soient en salle ou à distance. Vous gardez ces 6 principes présents à l'esprit et vous construisez les activités d'apprentissage sur cette base-là. Ça change tout, absolument tout. Ce n'est pas le petit exercice de vérification. Alors certes, c'est beaucoup plus long et compliqué à monter, mais les résultats sont aussi infiniment meilleurs. Bien sûr, autre grand changement, l'apprentissage massif. Les MOOC, les COOC vous font travailler subitement avec 300, 500, 1000, 10 000 personnes. Bon, 10 000, il ne faut pas exagérer. Vous avez très facilement 10 000 personnes inscrites à un MOOC. Après, combien il y en a qui travaillent vraiment dans le MOOC, qui ne sont pas là juste pour regarder la télé éducative que vous leur avez préparée? Il y en a rarement 10 000. Vous avez au mieux, 20-25% des gens dans un MOOC qui suivent le parcours d'apprentissage que vous leur proposez. Que vous leur proposez, pas que vous ne leur imposez. Dans un SPOC, cours fermé, vous avez bien sûr l'obligation de réaliser les activités. Et donc là, vous avez une masse, comparativement au nombre d'inscrits, d'apprenants qui est beaucoup plus grande. Et donc, on découvre l'intérêt et le plaisir de travailler à plusieurs, en grand groupe. Donc cet apprentissage massif, il existe donc dans des dispositifs qui sont formalisés de type MOOC ou COOC, mais aussi dans des débats en grand groupe qui se développent aujourd'hui, notamment des débats citoyens. Vous avez maintenant des outils qui permettent d'organiser les contributions des uns et des autres, donc de faire que chacun peut se situer par rapport aux opinions, aux réflexions des autres, et avoir des synthèses de tout ça. Et donc, ces dispositifs créent des réseaux ad hoc qui n'ont pas pour vocation de perdurer au-delà de la durée du cours ou du débat, mais qui permettent de s'appuyer les uns sur les autres et de construire la connaissance ensemble. C'est là la valeur ajoutée, vous vous en douterez, principale des MOOC. La masse n'est plus considérée comme un obstacle, mais comme un facilitateur de l'apprentissage, à condition, bien entendu, que vous ne conceviez pas votre cours comme avec le savoir venant d'une source unique, vous, et les autres qui sont là pour vous regarder. Non, non, non. Vous en donnez un peu et vous faites construire le reste par les gens. Vous serez surpris. Les gens sont géniaux. Juste, ils ne le savent pas. Vous êtes là pour leur montrer qu'ils savent déjà plein de choses, mais finalement, est-ce que ce n'est pas ça, fondamentalement, former, montrer aux gens qu'ils savent déjà plein de choses et que ce qu'ils ne savent pas, ils peuvent l'acquérir par eux-mêmes, et vous leur ouvrez des portes, vous leur aménagez le terrain. Vous êtes un peu comme le jardinier qui aide les plantes à pousser, mais c'est bien les plantes qui poussent, ce n'est pas vous qui décidez du jour au lendemain qu'elles poussent. Non, vous préparez le terrain, vous choisissez le moment auquel les planter, etc. Puis si ça ne pousse pas, ça ne pousse pas, et ce n'est pas vraiment de votre faute, mais ça ne pousse pas, quoi. Alors la plante, elle n'a pas forcément envie de pousser, l'apprenant, il a envie d'apprendre ou pas. Je reviens sur la production fondamentale, et là je me réfère au modèle d'apprentissage de Marcel Lebrun, que vous connaissez sans doute, à la fois vous connaissez sans doute Marcel et puis son modèle. Le processus d'apprentissage, information, motivation, interaction, production. Et ça, X fois dans un cycle de formation ou dans une journée de formation. Laissez de la place à la production des apprenants, au moins 50% du temps. Au moins 50% du temps. Ça veut dire que dans 7 heures de formation, vous avez information, appropriation, production. Le temps d'information, il n'est pas énorme. Vous avez au mieux 2 heures pour transmettre.
directement les informations. Tout le reste du temps, il faut que les gens agissent, quoi, hein, parce que le but de la formation, c'est pas que vous vous formiez, c'est qu'ils apprennent, hein, je le rappelle. Pourquoi? Parce que c'est très rassurant de produire. On sait qu'on sait quand ça marche, quand on peut essayer. On sait qu'on ne sait pas complètement quand ça ne marche pas complètement. Et donc là, au moins, on a des bases pour pouvoir progresser. On va analyser son erreur, hein, ou son échec, si on peut dire. Il n'y a aucun jugement moral là-dedans, hein. L'échec, ce n'est qu'une étape vers le succès. Que ça. Hein, ce n'est pas une sanction, vous avez échoué, c'est terminé, ça y est, partez en enfer, je ne veux plus de vous, etc. Non, non, pas du tout. C'est vous avez échoué, chouette, tant mieux. Alors, on va regarder de quoi il s'agit, et puis on va voir comment échouer un peu moins. Hein, c'est Beckett qui disait ça, essayer, rater, essayer encore, rater encore. Et oui, c'est ça, apprendre. Hein. Si on réussit à coup sûr, c'est qu'on savait déjà. C'est pas qu'on est en train d'apprendre. Et il y a quelqu'un, moi, qui est une source d'inspiration énorme pour moi, qui est Bunker Roy. Bunker Roy a créé ce qu'on appelle le Barefoot College, le collège des va-nu-pieds en Inde, et il a formé des techniciens en dentisterie, en énergie solaire, etc., dans des villages très pauvres d'Inde. Et ces apprenants, il les a choisis, ce sont des grands-mères analphabètes. Il a dit, au moins celles-là, elles ne quitteront pas leur village dès qu'elles auront leur diplôme. Hein, ce qui est le cas, d'après sa conférence, dont j'ai mis le lien, de tous les hommes. Et oui, ils veulent de la formation, pas pour la communauté, mais pour partir, hein, pour aller chercher un travail mieux payé, etc., etc. Les femmes sont plus attachées à leur terre parce qu'il y a les enfants, la maison, etc., etc. Donc ils travaillent avec ces gens-là, en Inde, en Afrique, enfin un peu partout, et effectivement, il parvient à ce qu'elles acquièrent des compétences techniques de niveau tout à fait impressionnant. Donc, sans le langage, il arrive même à travailler en groupe multiculturel. Hein. Mais il a développé tout un langage des signes, des fiches techniques à base de pictogrammes, etc. Et elles ne font que ça. Si vous voyez les vidéos, vous les verrez toujours avec le matériel entre les mains, les tournevis, les fers à souder, etc., etc. Et ça marche très, très, très bien. Et c'est lui qui dit à ses formateurs, peu importe votre idée, venez, essayez-la. Et c'est ça, hein, la créativité. Alors il y a des volumes entiers, des bibliothèques entières sur comment développer la créativité. Certes, on peut raffiner beaucoup, mais la base, c'est ça. C'est vous avez une idée, venez, essayez-la. Ça ne marche pas, c'est pas grave, ce n'est qu'une étape vers le succès. Donc c'est un changement de mentalité extrêmement important pour les formateurs. Et puis, bien sûr, la valorisation, montrer, donner à voir ce qu'on a fait. Et là, le formateur, il revient en force. Il n'est plus seulement facilitateur, mais si l'on considère que le tout est supérieur à la somme des parties, hein, il faut mettre en ordre toutes ces choses-là, parce que, notamment dans les apprentissages massifs, mais même dans un groupe de 25-30 personnes, chacun apporte sa contribution, mais la somme de toutes ces contributions, il a bien du mal à la voir. Donc là, c'est au formateur d'utiliser les outils à sa disposition, le texte, l'image, les cartes mentales, enfin tout ce qu'il veut, pour créer un objet à partir des contributions de tous. Ce qui va lui permettre de sortir de l'enceinte de la formation et de montrer, de donner à voir à un public beaucoup plus large ce qu'ont produit les stagiaires, les apprenants, dans le cadre de la formation. Et c'est là que la formation retrouve son importance sociale, non seulement dans la formation des individus, mais parce que la production de ces personnes, si on les réunit, toutes ces productions, ça fait des objets qui sont utiles à tous. Alors, sur la diapo, on voit en tout petit, parce que ce n'est qu'une diapo, une carte mentale qui a été réalisée à partir des contributions à une activité des participants du MOOC Picasso, qui était évoqué tout à l'heure. La consigne était très simple, c'était, vous savez, Picasso, il a eu une période bleue. Ça vous dit quelque chose? Autrement, vous auriez dû suivre le MOOC. Hein. Il a eu une période bleue, et donc il utilisait le bleu, et le bleu, il transmettait un message avec le bleu. Et on a demandé aux gens, de quoi le bleu est-il la couleur? Dans l'art, toute période confondue, tout support confondu, le bleu est utilisé pour quoi?
Et les gens ont répondu, mais avec des centaines de contributions, et on a une analyse extrêmement fine de l'utilisation du bleu en art. Vous allez me dire, bon, moi je ne le sais pas et ça ne m'empêche pas de dormir, mais en même temps, c'était quand même le but, c'était un cours d'histoire de l'art, quoi. Hein, et plutôt que de faire un exposé sur l'utilisation du bleu et en quoi Picasso rejoignait ou s'éloignait de mouvements, on a juste demandé aux gens de le faire. D'accord? Et eux, tous ensemble, ben, ils ont parfaitement rempli la mission. Mieux que si on avait demandé, sans vouloir remettre en cause leurs compétences, à un expert de la Réunion des musées nationaux de nous faire un cours sur le bleu. Soit il aurait fait 25 pages, puis on aurait dit « laisse tomber, je ne suis pas à la fac », soit il aurait fait une page et demie, comme on fait d'habitude, et il y aurait manqué des choses. Là, avec l'apprentissage collaboratif, valorisable, etc., on a une vision extrêmement claire de notre point. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça sur le bleu, vous pouvez le faire sur ce qui vous intéresse, le rouge, le vert, mais aussi pour beaucoup d'autres choses. Mais faites confiance aux gens hein, pour qu'ils apportent de la matière et à vous, ensuite, de mettre en forme tout ça. Ce n'est pas à eux de le faire. Et je dirais même que c'est la juste rétribution de leur effort. Ils ont contribué à une production collective de connaissances. Vous devez, et là, pour une fois, je vais dire, moralement parlant, leur retourner la totalité de ce qui a été produit. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, ils participent, en plus, MOOC gratuit, donc la personne qui veut bien consacrer une de ses soirées à apprendre plutôt qu'à regarder la télévision, vous devez la remercier quelque part. Enfin, ça veut dire qu'il répond. Vous avez fait quelque chose, vous lui proposez quelque chose, il dit d'accord. Donc, reconnaissance de ça, valorisation des productions. Vous avez sous la carte le lien qui vous permettra de la voir en grand, parce que là, on voit strictement rien, mais bon, voilà. Et il y a beaucoup de MOOC qui ont fait ça, hein, enfin beaucoup, pas tant que ça finalement. Mais on a beaucoup parlé du MOOC Gobelin, produire des vidéos, ces derniers mois, donc réalisé par l'École des Gobelins. Et là aussi, il y a eu des productions, des vidéos faites par les apprenants absolument étonnantes, étonnantes. Elles sont partagées sur une page Facebook et les Gobelins vont monter tout ça, les donner à voir dans leur ensemble. Diapo suivante. Alors voilà pour ce qui est du focus sur les apprenants. Hein, on a fait le tour d'un certain nombre de tendances de fond et de ces illustrations. Maintenant, passons au deuxième et dernier point qui est l'effacement des limites. Déjà, nous sommes dans le seamless world, le monde sans couture, l'apprentissage sans couture. On peut apprendre dans toutes les situations et partout. La diapo montre, vous voyez, un personnage qui, dans de multiples situations, continue à suivre son cours. Hein, la formatrice est là tout le temps, sur son ordi, quand il fait du training, quand il est au téléphone, il continue, dans la rue, etc., etc., accessible partout. Et ça, c'est vraiment une vérité, enfin une réalité d'aujourd'hui. Hein, si ça ne se passe pas complètement dans le cadre imparti à la formation, ça peut se passer ailleurs. Et moi, j'ai remarqué souvent qu'en formation à distance, les gens travaillaient beaucoup plus en volume et en qualité qu'en formation en présence. Parce qu'en formation en présence, vous savez comment ça se passe, vous leur donnez des choses à faire, puis en même temps, vous regardez votre montre et vous dites « Oh là là, il est 4h30, dans une demi-heure, j'ai fini. Bon, allez, restitution, vous n'avez pas fini, c'est pas grave, vous y repenserez plus tard, et puis vous faites votre restitution à l'arrache parce que le temps passe et que les gens ils vont prendre le train, etc., etc. » Formation à distance, pas du tout. Ils prennent tout le temps nécessaire pour faire leur production, y compris à plusieurs, et vous, avec votre petit café, dans votre fauteuil, etc., vous corrigez soigneusement leur production, vous préparez les retours. Tout ça est infiniment plus qualitatif que dans le cadre extrêmement contraint de la journée en présence. Parce que c'est bien beau de dire « Ah, la présence, il n'y a rien de mieux que la présence », parce que c'est encore un peu le cas. Hein. Finalement, est-ce que l'apprentissage en ligne est aussi bon que la formation en présence? Mais attendez, je vous laisse 10 secondes pour vous retrouver une image de vous dormant ou vous ennuyant dans une formation en présence. Ça y est, vous avez déjà trouvé, vous n'avez même pas eu besoin de 10 secondes. D'accord ? Il y a des formations en présence qui nous laissent des souvenirs absolument impérissables, qui vont nous guider toute notre vie, ou en tout cas quelques années, et puis il y en a d'autres,
on s'est empressé de les oublier parce qu'on a dormi tout le temps, de toute façon, et qu'on a pris les polycopes et on est allé travailler chez soi ou à la bibliothèque, donc à distance, ok, pour assimiler les contenus parce qu'on avait un examen à passer. Donc, il ne faut pas non plus mettre la formation en présence sur un piédestal. Il arrive qu'elle soit extraordinaire, il arrive qu'elle soit super nulle. C'est comme tout, c'est comme tout. Et la formation à distance, c'est la même chose. Mais en tant que formateur, vous savez faire des bons cours. Quand vous sortez de la salle, vous savez quand ça a marché ou que ça n'a pas marché. OK ? Ça, on le sent très très bien dès qu'on est formateur. Faites la liste de tout ce qui fait un bon cours, et que ce soit en présence ou à distance, essayez de faire la même chose. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Vous savez quels sont les éléments d'un bon cours, faites-le en présence ou à distance. L'apprentissage par hasard. Je le disais, on apprend à peu près, enfin, potentiellement dans toutes les situations. Encore 10 secondes. Qu'est-ce que vous avez appris depuis hier matin? Ah, il faut peut-être un peu plus longtemps, là. Je suis sûre que vous avez trouvé. Vous avez appris des choses ici, mais quelque part, c'est fait pour. Hein. Mais peut-être hier soir, dans ce merveilleux marché de Biarritz, là où on a mangé des choses impérissables, peut-être après encore sur le dance floor, peut-être en vous promenant dans Biarritz, peut-être dans l'avion en venant, peut-être, etc., etc. On apprend en toutes circonstances. Et la diapo qui montrait justement notre apprenant modèle que nous sommes tous, avec toutes ces sources d'apprentissage, c'est ça, hein, c'est la sérendipité. On apprend sur Internet, mais on apprend en faisant tout un tas de choses, en courant, en mangeant, avec des amis, en regardant la télé, etc. Et donc ça, on ne peut pas l'ignorer. Il me semble aujourd'hui que quand on est formateur, concepteur pédagogique, on peut tirer parti de ça. Les outils mobiles sont dans la poche de tous nos stagiaires et étudiants. Les occasions sont là. Nous ne sommes pas la seule source de savoir. Oui, c'est vrai, ça nous rend un peu triste, mais pourtant c'est comme ça. Et on ne sait jamais d'où viendra la bonne idée. Alors ça se traduit par quoi, concrètement? Par le fait de faire confiance aux gens. Et d'ouvrir, autant que possible, les opportunités d'apprentissage. Ne craignez jamais de leur dire, mais regardez la télé, ne faites rien. C'est extrêmement utile de rien faire. C'est les moments où, vous voyez, le tamis de l'esprit filtre les choses, et puis finalement, ça va s'ancrer. Je parlais de l'intériorité tout à l'heure, c'est ça aussi. Lâchez un petit peu votre agenda, ça c'est un vœu pieux, je le sais. Mais voilà, les occasions sont multiples et nous devons en tenir compte. Bien sûr, ça veut dire que, d'une manière un petit peu plus conforme, je dirais, académique, on est bien conscient qu'il y a de l'apprentissage formel et de l'apprentissage informel. Aller visiter une expo, évidemment, moi je travaille beaucoup dans la culture, donc c'est les expos, mais un salon, assister à une manifestation sportive, aller au restaurant, etc., nous apporte des apprentissages. Ce qui est très intéressant, c'est quand on commence à réfléchir à comment est-ce que je vais exploiter tout ça. Et il me semble là qu'il y a deux mouvements fondamentaux. C'est d'une part qu'on peut enrichir le formel avec de l'informel, donc quand on est en présence de son groupe dans la salle ou à distance, faire référence, faire appel à des expériences personnelles vécues à l'extérieur de la formation. Et là, les situations de travail nous offrent des boulevards, évidemment, non seulement pour exemplifier, mais pour analyse, pour complément, pour enrichir, etc. Et aussi, pour ne pas céder à la vogue de « ouais, tout ça, c'est que de la théorie, ce qui compte, c'est l'action, moi j'apprends tous les jours », on enrichit, on approfondit l'informel avec du formel. C'est toute la démarche inductive, bien entendu, où on part de la réalité des personnes et on va théoriser, structurer, mettre en ordre, etc., etc. Donc les deux sont en interaction permanente. Ça, vous avez certainement entendu parler, c'est impossible d'y échapper aujourd'hui. Quand on parle d'effacement des limites, en voilà l'exemple le plus célèbre, c'est la classe inversée, dans lequel les apprentissages théoriques se réalisent en individuel et hors de la classe, via des médias, tous les médias. Ça peut être du texte, de la vidéo, avec de l'activité pour vérifier qu'on a compris. Donc là, les exercices autocorrectifs sont extrêmement utiles et prennent toute leur importance.
d'accord? Mais ça peut être la participation à un débat, un forum, etc., etc. Et dans la classe, on profite de la situation d'interaction pour réaliser des exercices, traiter les points qui n'ont pas été compris ou mal compris, faire du travail en petits groupes avec de la production, etc. Le champion de la classe inversée dans le monde francophone, c'est Marcel Lebrun. Hein, il a pris ça vraiment comme son nouvel objet, je dirais, même si il est le premier à dire « Attention, vous, formateurs, pouvez être convaincus de l'intérêt de la classe inversée et la mettre en œuvre, et vous pouvez assister à une levée de bouclier de la part des apprenants. » Pourquoi? Parce que pour les apprenants, ils pensent que l'heure ou la journée de cours, c'est là où ils vont tout apprendre. Ils ne voient pas pourquoi ils iraient apprendre avant et après. Eh bien oui, tout le monde est très occupé. Hein, et puis on a tous, enfin encore majoritairement, une représentation de la formation où on dit dans le cadre fixé, je vais avoir tout, la théorie, la pratique, le beurre, l'argent du beurre, et je vous laisse le reste. Mais donc, il faut une acculturation des apprenants à ces nouvelles modalités de formation. Peut-être que le plus grand défi aujourd'hui pour le formateur, c'est de montrer par l'exemple aux apprenants que la formation a changé. Ce n'est pas les gens qui ont changé, mais c'est toujours pareil, les gens sont géniaux, mais juste ils ne le savent pas. Les gens apprennent tout le temps et partout, et ils ne le savent pas. Donc faire émerger tout ça. Et à ce moment-là, vous pourrez mettre en place des dispositifs de classe inversée, des parcours hybrides, etc., etc. Bien sûr, un autre point fondamental, c'est la fusion de ce qui est connecté et non connecté. Vous avez une grande majorité de données maintenant aujourd'hui qui sont stockées dans le cloud, accessibles à tout moment, à partir du moment où on est connecté, mais la connexion ne se voit plus. On a tous les appareils dans la poche. Hein. La 4G est en train je ne vais pas dire se généraliser quand même, mais enfin de s'étendre. La connexion à Internet est de plus en plus facile, sauf curieusement dans les centres de formation. Ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Mais j'anime beaucoup de formations sur la digitalisation de la formation. Justement, on accompagne beaucoup d'équipes dans les centres de formation comme ça. Et puis ils disent oui, il faut digitaliser, c'est indispensable. De toute façon, il y a prescription très claire de notre direction. Vous arrivez dans la salle, il n'y a pas de Wi-Fi. Alors vous dites bon, d'accord. Ou alors il y en a un, mais c'est vraiment le goutte à goutte, quoi, hein, du robinet qui fuit. Donc voilà. Donc, alors ils vous disent ah oui, mais les gens feront ça chez eux. Bah oui, super, quoi. Alors donc là, on tricote, et puis quand ils rentreront chez eux, ils vont commencer à se former, quoi. En gros, c'est ça. Donc bien sûr, il y a encore des barrières matérielles, mais malgré tout, les choses avancent. Si on se ramène 5 ans en arrière, on voit quand même que la progression a été importante, et ça va toujours dans le même sens. Donc, on est connecté sans même s'en rendre compte au travers d'une multitude d'objets, et donc on peut faire ce chemin. Hein, c'est pas soit on est en présence, soit on est à distance, hein, mais on est constamment sur les deux niveaux. Vous voyez bien vos stagiaires, vos étudiants, vous leur dites quelque chose, ils commencent à froncer les sourcils, ils prennent leur téléphone, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de vérifier si vous ne leur racontez pas des âneries. Hein, ils disent « c'est vrai ça? Ah ouais, c'est vrai, ok. » Et puis ils continuent. Voilà, donc on est constamment dans le grand web. Diapo suivante. Oui. Non, je voulais juste parler de la réalité augmentée. La réalité augmentée qui est un nouveau support de formation que j'ai vu se développer dans un certain nombre d'entreprises, notamment celles qui ont une forte composante technique, hein, où on voit de la réparation de serveurs informatiques à distance, par exemple, par de la réalité augmentée ou de la formation à la réparation de ces serveurs. Et c'est assez fascinant. Vous avez un QR code et puis tout d'un coup, vous flashez. Et puis, vous avez le serveur tel qu'il est à Shanghai ou je ne sais où. Et puis, vous avez le stagiaire qui est là en train de faire ses manipulations. Et puis, quand ça ne marche pas, ça ne casse pas le serveur là-bas. C'est quand même ça qui est intéressant. Mais ça vous met une grosse croix. Ah bon, on va chercher un autre chemin, etc., etc. Donc, vous avez une couche supérieure, ajoutée à la réalité des choses, mais qui vous permet de faire vos simulations, vos essais, sans risque de casser quoi que ce soit. Donc vous êtes bien dans la situation réelle, mais
en enlevant la couche de risque. Et puis, vous avez bien sûr cette couche d'information supplémentaire, hein, comme j'ai vu, par exemple, dans un atelier de réparation mécanique, vous avez un moteur, vous mettez le téléphone, pareil, après avoir rentré un QR code, et puis vous revoyez le moteur avec l'indication de principaux éléments qui s'affichent sur votre téléphone. Donc, vous savez exactement où sont les choses. Vous appuyez sur le nom de la pièce ou de l'organe ou de la fonction. Vous avez tout le processus opératoire de réparation. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Ce sont des choses extrêmement interactives, légères, qu'on a maintenant dans sa poche. Et enfin, et je terminerai par là, alors, est-ce qu'on assiste à une transformation ou à une révolution de la formation ? Moi, j'ai senti comme un vent de tempête dans cette université, mais pas seulement, avec les changements de dispositifs, les réformes, etc., etc. Beaucoup de nous vont disparaître, peut-être. Mais je dirais plutôt que si on veut durer, il vaut mieux être le roseau que le chêne, hein, et ne pas essayer de tout transformer, plier sans rompre, hein, c'est-à-dire transformer petit à petit, transformer là où ça a manifestement de la valeur, est-ce qu'ils apprennent mieux, et qu'il vaut mieux, enfin, plutôt que d'attendre le grand soir, accueillir la succession des petits matins, de ceux qui vont faire que votre formation s'améliore jour après jour. Je vous remercie. Et maintenant, discutons. Ou pas. Ou pas, voilà. Oui, bonjour, Michel Bojard, je suis consultant formateur et je fais partie, à titre amical et bénévole, enfin, de l'équipe encadrante du MOOC Gestion de projet de l'École centrale de Lille avec Rémi Bachelet qui vous salue au passage. Vous n'avez pas parlé, en tout cas je suis arrivé un petit peu en retard, mais il me semble que vous n'avez pas parlé de la correction par les pairs, qui est une chose très importante, en particulier dans le MOOC Gestion de projet de Centrale Lille. Parce que je rappelle, enfin, juste la façon dont fonctionne ce MOOC, c'est qu'il y a 3 étapes, en fait. La première étape, c'est on suit le cours pendant 6 semaines, et à la fin de chaque semaine, on a un exercice qui est une série de QCM qui est corrigé par la plateforme, par la machine. Et puis il y a un examen au bout des 6 semaines, un examen final, lequel examen final, je le rappelle aussi, entraîne, avec un accord entre Centrale Lille et l'Agence universitaire de la francophonie, qui fait que lorsque les apprenants veulent transformer leur certificat de réussite en crédit universitaire, eh bien, ils doivent passer par une phase de surveillance de la façon dont ils font l'examen final. Alors soit cette surveillance est faite à distance par webcam, et puis pour les pays africains où il y a des problèmes de connexion, eh bien l'Agence universitaire de la francophonie met à disposition des salles d'examen physiques. Donc on voit un passage là du monde pseudo-virtuel à la real life, comme on dit. La deuxième étape du MOOC gestion de projet qui se fait en parallèle pendant les 6 semaines, c'est ceux qui veulent approfondir, eh bien, ont une étude de cas, et puis à la fin de chaque semaine, ils doivent rendre un devoir. Là, c'est plus des exercices. Et quand j'ai rendu mon devoir, j'en reçois 4 à corriger. Et je corrige les 4 devoirs faits par d'autres apprenants. Et Rémi Bachelet donc, nous fait un rapport très, très détaillé sur la façon dont le retour de la correction par les pairs est plus puissante même que la correction par le prof lui-même. Donc je voulais avoir votre retour là-dessus. Et je termine juste pour présenter ce MOOC gestion de projet où moi j'interviens. C'est dans la 3e partie, qui est, pour ceux qui veulent,
et qui ont participé à une édition précédente du MOOC Gestion de projet, ils peuvent mettre en application ce qu'ils ont appris pendant les 2 phases d'apprentissage pour faire ce qu'on appelle maintenant le GDP Lab, voilà, donc qui est le nom que nous avons donné à la partie du MOOC par équipe. C'est-à-dire, je monte une équipe sur un projet et puis je vais mettre en application ce que j'ai appris pendant les 6 semaines. Voilà. Et puis donc, moi, j'accompagne en tant que référent, si vous voulez, 2 ou 3 équipes par session. Et c'est toujours passionnant. Donc, je disais hier déjà que dans les 2 équipes que j'ai accompagnées dans la dernière session, ces 2 équipes sont en train de mettre en place le projet dans la vie réelle. Donc, un premier projet, c'était un cabinet d'expertise comptable sur plusieurs... voilà. Parce que voilà, je finis. On ne fait pas une deuxième conférence. Oui, alors, moi je vais répondre rapidement. La correction par les pairs, oui, bien sûr. On a fait un dispositif très semblable avec le MOOC pour les journalistes d'Afrique, là, dont je parlais tout à l'heure, en 3 étapes, comme ça, 3 types de correction. Et la correction par les pairs est toujours plus sévère que la correction par les profs. Hein, ça, il faut le savoir, enfin, très rigoureuse. Alors, on va dire, on n'a plus besoin de formateur puisqu'il n'est même pas là pour donner la note ou quoi. Si, parce que c'est lui qui a quand même préparé l'épreuve et la grille de correction. Et ça, c'est absolument fondamental. Les gens ne sont pas apprenants en naissant, ils ne sont pas correcteurs ou évaluateurs en naissant, il faut leur donner des guides. Donc oui, un élément fondamental. Bien, je suis... C'est bon, je vous entends. Bon, je suis un ancien formateur, je m'occupe d'un centre de formation en langue et il y a quelque chose qui m'a interpellé. On a vu une diapositive sous la rubrique Seamless Learning, apprentissage sans couture, qui suggérait, dans le cadre des MOOC, qu'on pouvait faire 2 choses en même temps. On voyait quelqu'un courir sur un tapis roulant et regarder la télévision. On pourrait dire que c'est possible de conduire et de téléphoner en même temps. Je m'intéresse aussi à la méditation parce que dans mon métier, il y a beaucoup de stress et on peut gérer le stress par ce moyen-là. La méditation apprend qu'il n'est pas conseillé de faire 2 choses en même temps. On a un objet de concentration si on veut retenir quelque chose et l'assimiler. Si on a 2, 3, 36 objets de concentration en même temps, bon, on finit par devenir fou et demander l'instantané en permanence et on ne peut plus se concentrer pendant plus de 30 secondes. Voilà, merci. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'on ne peut pas se concentrer sur plusieurs choses à la fois. En revanche, on peut faire plusieurs choses à la fois, notamment l'activité physique est un puissant stimulateur de la concentration et de la pensée. Je me souviens d'avoir assisté à une conférence donnée par un médecin aux étudiants de Lyon 1, en l'occurrence, qui, comme tous les étudiants, ont une hygiène de vie qui laisse, dirons-nous, un peu à désirer. Et elle leur expliquait que quand ils sont en période de révision intense ou de production de devoirs, s'obstiner quand ça ne produit plus, qu'on est assis à la table et que ça ne marche plus, c'était assez improductif et que là, il était bon de se lever, de marcher, d'aller faire des choses, hein, de bouger physiquement, et ça allait revenir. Que ce n'était pas seulement une question d'épuisement, de fatigue, etc. Et elle utilisait la métaphore du tuyau d'arrosage. Quand il est courbé, comme quand on est assis, l'eau ne sort plus. Et il faut le redresser pour que l'eau sorte normalement. Et on est beaucoup comme ça. Alors ça, c'est pas... la diapo montrait qu'on a accès dans une multitude de situations, et pas seulement dans la situation canonique, je suis en formation, je suis en salle, etc. Mais quand je disais aussi, il arrive que dans la salle, on n'apprenne plus, c'est ça aussi. C'est l'immobilité, la longueur des plages de formation. En formation professionnelle, on a souvent les gens 7 heures de suite. Hein. Vous le savez. Et pour beaucoup, quand ils rentrent dans des cycles de formation, c'est difficile de rester assis 7 heures. Surtout quand on est dans de la formation longue, avec plusieurs journées d'affilée, assis, etc. C'est pas la vraie vie, être assis, immobile pendant 7 heures. On fait subir ça à nos enfants pendant des années. Après, on s'étonne quand ils sont un peu bizarres. Mais bon, voilà, c'est pas étonnant. Rester 6-7 heures d'affilée assis, sans bouger, sans devoir parler, c'est pas très naturel, quoi. Et c'est peut-être pas la meilleure façon d'apprendre. Et donc, c'est toujours pareil. On peut évidemment critiquer
L'éparpillement, le fait qu'on n'arrive plus à se concentrer, on le fait beaucoup, hein, on parle de l'ère de l'instantanéité, etc. Mais aussi, on peut aussi considérer le fait que d'avoir accès partout permet aussi de résoudre un certain nombre de problèmes. Et limiter la durée d'immobilité, si ce n'était que ça, ce serait déjà un atout considérable. Bon. Je crois alors que je vais descendre de mon piédestal. Non, encore. Ah oui, là-haut, bonjour. Christine, merci pour ce réveil, parce que franchement, j'en avais un peu besoin ce matin. À vous écouter, on peut penser que l'avenir est au cancre. Donc pour plaisanter, puisque c'est la dernière journée, étiez-vous cancre vous-même? Est-ce que j'étais cancre? J'étais pas cancre, mais j'étais en forte opposition. Ça ne vous étonnera pas. Hein. Mais je vous ai cité Bunker Roy tout à l'heure, qui est vraiment quelqu'un que j'adore énormément, enfin beaucoup, quoi. Et dans l'intervention dont j'ai mis le lien sur la diapo, il commence en disant « J'ai fait les meilleures études possibles. J'ai été dans des écoles extrêmement chères, extrêmement snob, et ça m'a pratiquement détruit. » Et il est allé ensuite travailler complètement autrement, ailleurs, etc. Et je dirais que moi, j'ai eu souvent cette impression-là. On parle d'intériorité, alors je vais vous raconter un peu des trucs de moi. Mais c'était ça. J'étais en classe et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Je m'ennuie. Je crois que j'ai... Ouais, voilà. L'ennui, c'est une chose que je connais très bien parce que je l'ai vécu 14 ans à l'école. Et pas dans tous les cours, pas tout le temps, bien entendu, mais ça revenait chaque semaine, il y avait de l'ennui, et il y avait des moments d'ennui, etc. Après, à l'université, je vous en parle même pas, quoi. Enfin, il y avait des choses exceptionnelles et qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, et puis il y avait des choses où je me disais, mais rentre chez toi, enfin, c'est pas la peine, et il n'y avait pas que moi à m'ennuyer, enfin, c'est quand vous voyez 50, 100 personnes autour de vous qui sont comme ça, vous vous dites, mais ça ne l'interpelle pas, le gars, là, enfin, c'est pas un problème pour lui. Et il y a ça aussi, hein, cette espèce d'allégeance à un système qui, de toute façon, ne peut pas changer, qu'on se garde bien de questionner parce que ça a trop d'incidence derrière. Et ça, vous pouvez l'acquérir assez jeune. Moi, je ne sais pas, c'est sans doute l'éducation donnée par mes parents qui m'ont encouragé à faire ça, hein, mais à dire, mais les choses ne sont peut-être pas figées une fois pour toutes. Et dernier souvenir pour finir, je me souviens quand j'étais en classe de 5e, j'étais un petit peu en avance, j'avais 10 ans, 11 ans. Je m'ennuyais tellement, je lisais 3 livres par jour en classe. Donc j'écoutais pas tellement et puis j'avais pas des très bonnes notes, mais je pense que j'ai jamais autant appris qu'à ce moment-là. C'est très clair. Et donc, je ne le dis pas pour dire, allez-y, faites comme moi, et vos enfants, dites-leur, et la révolution. Non, c'est pas ça. Mais une attitude qui peut apparaître comme déviante par rapport à un certain système peut s'avérer, en finale, extrêmement productive. Je vous remercie, et puis bonne continuation.